bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble 5 histoires mystérieuses. 5 mystères qui font partie de notre histoire, qui ne l'ont pas nécessairement marqué, mais qui nous amènent quand même à nous poser des questions. On va se demander comment certaines choses sont arrivées, sans pour autant avoir derrière la réponse. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram @KenTV, et si maintenant vous êtes prêts, bien installés, on est parti pour voir ensemble nos histoires mystérieuses. Le 20 juin 1947, à Beverly Hills, Benjamin Bugsy Siegel est assis dans un salon éclairé dans la maison située au 810 North Linden Drive. Il est installé sur un canapé, un exemplaire du Los Angeles Times à la main, à côté de son associé Alan Smiley. Il a 41 ans. Il est connu pour sa violence, son tempérament imprévisible, mais aussi son charme, son élégance et ses fréquentations dans les milieux les plus en vue. Les rideaux sont ouverts sur la nuit californienne. Pour un homme entouré d'ennemis, c'est une erreur lourde. Dehors, dans l'obscurité, à moins de quelques mètres de la fenêtre, un tireur prend position avec une carabine M1. Peu avant 23 h, 9 coups partent à travers la vitre. 4 atteignent Siegel, 2 le touchent au torse, 2 autres à la tête. Il meurt presque sur le coup. Smiley, lui, se jette au sol et s'en sort avec un trou dans la manche de sa veste. Le tireur, lui, disparaît. Pour comprendre ce meurtre, il faut revenir en arrière. Siegel ne vient pas d'un univers élégant. Il naît à Brooklyn, dans une famille juive immigrée très pauvre, venue de Galicie, alors dans l'empire austro-hongrois. Il grandit dans le Lower East Side, au milieu de la précarité, et refuse très tôt l'idée d'une vie modeste. Il veut l'argent, le statut, le pouvoir, et il les cherche dans le crime. Il commence par le racket, notamment contre des vendeurs ambulants. Ceux qui refusent de payer voient parfois leur matériel partir en fumée. C'est dans ce décor qu'il se lie à Meyer Lansky. Les deux hommes se complètent parfaitement. Lansky à la tête, Siegel a l'audace et la brutalité. Ensemble, ils se font une place dans le milieu, d'abord avec la contrebande pendant la Prohibition, puis dans des opérations plus larges liées au jeu, au trafic et aux assassinats commandités. Siegel se construit ensuite une image très particulière. Il n'est pas seulement un gangster, il veut être vu comme un homme raffiné. Il s'habille parfaitement, soigne son apparence, fréquente les beaux endroits et développe des liens avec Hollywood. En Californie, où il est envoyé dans les années 1930 pour étendre les activités du milieu criminel sur la côte ouest, il prend encore plus d'ampleur. Il contrôle des activités illégales, mais il côtoie aussi des stars, emprunte de l'argent à des personnalités influentes et profite à fond de son image de mondain. Ce double statut lui sert énormément. Il peut être perçu comme un homme du monde, tout en restant un acteur majeur du crime organisé. Mais ce qui va le mettre en danger, ce n'est pas seulement son passé, c'est surtout son projet à Las Vegas. Quand il prend le contrôle du Flamingo, l'idée d'un grand hôtel casino luxueux dans le désert n'est pas totalement la sienne au départ. Le projet vient d'abord de Billy Wilkerson, mais Siegel s'en empare avec l'argent de Lansky et d'autres intérêts mafieux. Il veut transformer Las Vegas. Il veut quelque chose de spectaculaire, moderne, prestigieux, à son image. Le problème, c'est que les coûts explosent. Ce qui devait coûter autour d'1,5 million finit par tourner autour de 6 millions. Pour ses soutiens, ce n'est plus un simple dépassement. C'est une catastrophe. Beaucoup commencent à croire qu'il ne se contente pas d'être mauvais gestionnaire, mais qu'il détourne aussi de l'argent pour son propre train de vie. Et dans ce milieu-là, être soupçonné de prendre dans la caisse de l'organisation est l'une des fautes les plus graves. La tension atteint un point critique à la fin de l'année 1946, lors d'une réunion de grands chefs mafieux à Cuba, au National Hotel. Lucky Luciano est là. Le sort de Siegel est discuté sérieusement. Beaucoup estiment qu'il a manqué de respect à ses bailleurs, qu'il a englouti une fortune et qu'il doit être éliminé. Mais Lansky, son ami de jeunesse, intervient alors en sa faveur. Il obtient un sursis. En clair, Bugsy reste en vie à condition que le Flamingo fonctionne enfin comme prévu et rapporte énormément d'argent. Autrement dit, son avenir dépend désormais directement du succès immédiat de ce casino. Le problème, c'est que l'ouverture du Flamingo est un désastre. Une tempête perturbe l'arrivée des invités prestigieux. L'hôtel n'est même pas vraiment prêt. Les grands joueurs qui gagnent repartent dépenser ailleurs. Le casino perd, selon les récits, environ 300 000 $ en une semaine. Siegel devient presque intenable. Il a englouti des millions, a échoué publiquement et reste fortement suspecté d'avoir prélevé au passage une partie de l'argent du milieu. Dans un univers où la réputation et la discipline comptent autant que le profit, il a accumulé trop de fautes. C'est pour cette raison que l'hypothèse la plus solide reste celle d'une exécution décidée par les intérêts mafieux eux-mêmes. Dans cette lecture, le meurtre du 20 juin 1947 n'est pas un accès de rage ni un acte isolé, mais une décision froide. Siegel est devenu un passif. Il a coûté trop cher, humilié les siens, et sa disparition doit servir d'exemple. Un détail renforce énormément cette idée.
Presque au même moment où il se fait abattre à Beverly Hills, plusieurs hommes de confiance de Lansky prennent le contrôle du Flamingo. Ils arrivent sur place, annoncent au personnel qu'ils dirigent désormais l'établissement et mettent la machine en route sans délai. Une transition aussi rapide, à des centaines de kilomètres du lieu du meurtre, donne l'impression d'une opération préparée à l'avance. Ce n'est pas le genre de succession improvisée à la dernière minute. À partir de là, une question surgit. Si la décision vient du milieu, qui a donné l'ordre exact? Et plus encore, Meyer Lansky a-t-il fini par l'accepter lui-même? C'est l'un des points les plus sensibles de toute l'affaire. Certains imaginent qu'à Cuba, Lansky a garanti que son ami tiendrait ses promesses et qu'en échange, il s'est retrouvé responsable de la suite. Si Bugsy échouait, il lui revenait alors d'accepter, voire d'organiser, la solution définitive. Cela ferait de l'affaire quelque chose d'encore plus dur, non pas seulement une exécution mafieuse, mais l'abandon d'un ami d'enfance devenu trop encombrant. Il existe toutefois d'autres hypothèses. L'une des plus connues concerne Virginia Hill, la compagne de Siegel. Leur relation est passionnelle, mais aussi violente. Il est de notoriété publique qu'il la maltraite. Cette réalité a nourri une théorie de vengeance. L'un des frères de Virginia Hill, ancien marine, aurait voulu l'abattre après avoir vu des marques sur sa sœur. Un employé du Flamingo aurait même affirmé avoir entendu des menaces en ce sens. Le comportement de Virginia Hill nourrit aussi les soupçons. Elle quitte les États-Unis pour l'Europe de manière imprévue, juste avant l'assassinat. Certains pensent qu'elle était elle-même impliquée dans des détournements d'argent et qu'elle aurait pu aider à livrer Bugsy en échange d'une forme de protection. D'autres imaginent une version intermédiaire. Son frère aurait voulu passer à l'acte. Lansky l'aurait appris et au lieu de l'en empêcher, il aurait laissé faire tout en se préparant à récupérer immédiatement le Flamingo. Cette hypothèse permettrait de concilier la vengeance personnelle et la récupération mafieuse du casino. Mais malgré toutes ces pistes, l'affaire ne sera jamais officiellement résolue. On ne connaît pas avec certitude le nom du tireur. On ne connaît pas de manière définitive l'identité de celui qui a donné l'ordre. On connaît en revanche le contexte. Un homme devenu trop visible, trop ambitieux, trop coûteux, trop incontrôlable, au croisement de Hollywood, du crime organisé et de la naissance de Las Vegas. C'est ce mélange qui rend son exécution si marquante. Siegel n'était pas seulement un gangster de plus, il était une figure médiatique, un lien entre le monde du crime et celui du spectacle. Un homme qui voulait bâtir quelque chose de gigantesque dans le désert tout en restant fidèle à ses méthodes violentes et à son goût du luxe. Au fond, le meurtre de Bugsy Siegel ressemble à un règlement de compte classique seulement en apparence. En réalité, c'est une exécution au croisement de plusieurs intérêts. L'argent, la réputation, la discipline mafieuse, la vengeance intime et le contrôle d'un futur empire du jeu. Et c'est précisément parce que plusieurs mobiles paraissent plausibles en même temps que l'affaire reste aussi forte aujourd'hui. À la fin du XVIe siècle, l'Espagne est encore l'une des plus grandes puissances du monde. Elle domine une immense partie des Amériques, contrôle des flux d'argent gigantesques et vient, en plus d'unifier sous la même couronne, les empires espagnol et portugais. Depuis Manille, fondée en 1565 dans les Philippines, certains Espagnols regardent vers l'ouest, c'est-à-dire vers la mer de Chine. Et ce qu'ils voient, ce n'est pas seulement un partenaire commercial, ils voient un objectif, le plus grand, le plus riche, le plus peuplé, la Chine des Ming. Pendant quelques années, cette idée n'est pas une fantaisie isolée. Elle devient un projet réel, formulé, argumenté, transmis au roi Philippe II, conquérir la Chine. Pour comprendre pourquoi cette idée a pu paraître sérieuse à certains, il faut regarder la situation depuis les Philippines. Les Espagnols installés à Manille viennent d'un monde façonné par les conquêtes américaines. Ils ont dans la tête l'exemple du Mexique et du Pérou, où quelques centaines ou quelques milliers d'hommes ont renversé des empires entiers. Ils sont des soldats, des administrateurs, des religieux, des hommes élevés dans une culture de conquête. Or, aux Philippines, la réalité les déçoit. Ils ne trouvent ni immense empire centralisé comme les Aztèques ou les Incas, ni montagne d'or ou d'argent à saisir. La colonne vit surtout du commerce, notamment des échanges entre l'argent venu des Amériques et les produits de luxe chinois. Pour une partie de l'élite espagnole sur place, cette situation est humiliante. Ils ne veulent pas être de simples intermédiaires commerciaux, ils veulent retrouver le prestige de la conquête. C'est dans ce contexte que l'idée d'attaquer la Chine commence à prendre forme. La première proposition formelle apparaît en 1576. Elle vient du gouverneur Francisco de Sande. Son prédécesseur avait plutôt favorisé la diplomatie avec les autorités chinoises, notamment contre les pirates actifs dans la région. Sande, lui, n'a pas cette patience. Dans une lettre adressée à Philippe II, il affirme qu'il suffirait de 4000 à 6000 soldats espagnols bien armés pour soumettre tout l'empire Ming. Son raisonnement
repose sur une erreur énorme. Il observe les troubles des provinces côtières comme le Fujian et le Guangdong, où il existe effectivement du banditisme, des tensions locales et des problèmes de piraterie. Puis il transforme ces désordres régionaux en preuve que tout l'empire chinois est faible. Il ne comprend pas qu'il regarde une périphérie agitée et non le cœur réel de l'État. Pour lui, la Chine semble vulnérable. Pour le roi d'Espagne, en revanche, cette idée n'aboutit pas encore. Philippe II range la proposition sans la mettre immédiatement en œuvre. L'idée ne disparaît pourtant pas. Elle mûrit à Manille. 10 ans plus tard, elle revient sous une forme encore plus ambitieuse, portée cette fois par un jésuite, Alonso Sanchez. En 1586, il présente à la cour un plan beaucoup plus développé. Là, on n'est plus dans la simple intuition militaire, on est dans une véritable architecture d'invasion. Sanchez prévoit une force multinationale conduite par 12 000 soldats ibériques, accompagnés de 5 000 samouraïs chrétiens et de 6 000 soldats philippins formés à l'espagnol. L'attaque devrait partir simultanément de Manille et de Macao, frapper les côtes du sud de la Chine, notamment dans le Fujian et le Guangdong, puis progresser vers le nord. L'objectif est limpide, atteindre la capitale, capturer l'empereur Ming et installer un pouvoir fantoche soumis à l'Espagne. Mais le projet va encore plus loin. Il ne s'agit pas seulement d'une campagne militaire, il s'agit d'une refonte complète de la société chinoise pensée dans la logique des conquêtes espagnoles du Nouveau Monde. Une fois le pouvoir saisi, l'idée est de lancer une évangélisation de masse avec conversion forcée au catholicisme. S'y ajoute une politique encore plus lourde, encourager voire imposer des mariages entre hommes européens et femmes chinoises de haut rang afin de créer une nouvelle élite hispano-chinoise fidèle à la couronne. Et ce n'est toujours pas la fin du projet. Une Chine pacifiée fournirait ensuite des soldats pour bâtir une immense armée sino-espagnole capable de dominer le reste de l'Asie, puis d'attaquer l'Empire ottoman par l'arrière en traversant l'Asie centrale. Autrement dit, conquérir la Chine n'est pas pensé comme une fin, mais comme la base d'une domination mondiale. Aujourd'hui, ce plan paraît complètement démesuré. Pourtant, à l'époque, plusieurs hommes sérieux y croient. Leur confiance repose sur 3 éléments très concrets. D'abord, l'Espagne vient de réussir des conquêtes spectaculaires en Amérique avec des effectifs relativement faibles. Cette expérience crée un excès de confiance massif et ensuite, les informations dont disposent les Espagnols sur la Chine sont mauvaises. Certains missionnaires et intermédiaires leur renvoient l'image d'un empire mal administré, de populations prêtes à accueillir les Espagnols, voire d'enfants chinois demandant eux-mêmes le baptême. Enfin, les Espagnols ont foi dans leur outil militaire. Le tercio espagnol, formation mêlant pique et arquebuse, est alors considéré comme l'une des meilleures infanteries du monde. Les hommes qui réfléchissent à ce projet sont donc convaincus que leur discipline, leur acier, leur poudre et leur expérience suffiront. Le problème, c'est que leur vision de la Chine est profondément fausse. Oui, l'Empire Ming connaît des problèmes administratifs. Oui, l'empereur Wanli devient de plus en plus distant du fonctionnement quotidien de l'État. Oui, certains postes restent vacants et la bureaucratie se grippe partiellement, mais tout cela ne veut pas dire que la machine militaire est à l'arrêt. Au contraire, les Ming restent capables de financer et de conduire de grandes campagnes. Et la meilleure preuve arrive presque au même moment. En 1592, Toyotomi Hideyoshi, l'unificateur du Japon, décide lui aussi qu'il peut ouvrir la route vers la Chine. Il commence par envahir la Corée avec environ 160 000 combattants d'élite. Si la Chine avait été aussi faible que les Espagnols l'imaginaient, ce choc aurait dû la désintégrer. Or, c'est l'inverse qui se produit. Les Ming interviennent massivement, soutiennent la Corée, mènent une guerre longue et finissent par repousser les Japonais du continent. Cet épisode montre très clairement qu'on n'a pas affaire à un empire facile à prendre avec quelques milliers d'hommes débarqués depuis Manille. Il faut aussi regarder la situation du côté espagnol. Même si des hommes à Manille rêvent d'une croisade impériale en Asie, Philippe II a d'autres urgences. Dans les années 1580, l'Espagne est déjà surchargée. Elle doit financer la guerre contre les rebelles néerlandais. Elle affronte l'Angleterre d'Élisabeth Ier qui soutient ses ennemis et attaque ses circuits commerciaux. Son argent, ses soldats et sa flotte sont sollicités en permanence. En mars 1588, Philippe II accepte malgré tout qu'un comité étudie officiellement le projet de conquête de la Chine. Cela montre que l'idée a, pendant un court instant, été prise assez au sérieux pour être examinée. Mais quelques mois plus tard, en août 1588, l'armada espagnole subit son échec face à l'Angleterre. Et à partir de là, le projet asiatique est pratiquement condamné. Un royaume qui n'arrive déjà pas à lancer avec succès une grande invasion maritime contre l'Angleterre n'a aucun moyen réaliste de débarquer puis de soumettre la Chine. Le plan s'éteint donc sans bataille décisive, sans grande proclamation finale, simplement parce que le réel le rattrape. Les Espagnols des Philippines avaient cru voir dans la Chine un nouveau Mexique ou un nouveau Pérou.
Ils avaient projeté sur l'Asie un modèle de conquête qui ne lui correspondait pas. Ils avaient pris des troubles régionaux pour une faiblesse générale, ils avaient confondu leur propre confiance avec une véritable faisabilité. Et surtout, ils avaient sous-estimé la taille, les ressources et la capacité de résistance d'un empire immense. Ce qui rend cette histoire fascinante, c'est qu'elle n'est pas un mythe né après coup. C'est un projet réel porté par des gouverneurs, des religieux, des administrateurs au sein d'un empire convaincu qu'il pouvait encore agrandir sans limite son domaine. La conquête de la Chine n'a pas eu lieu, mais pendant quelques années, des hommes placés au cœur du pouvoir espagnol ont réellement pensé qu'elle pouvait arriver. Bien avant Christophe Colomb, une histoire circule dans le monde d'Al-Andalus. Elle parle d'un homme nommé Kashkash ibn Saïd ibn Asvad, un navigateur originaire de Cordone. En 889, cet homme aurait réuni un équipage de jeunes volontaires, préparé un navire, puis mis le cap vers l'ouest, droit dans l'Atlantique, cet océan que beaucoup considèrent alors comme une zone immense, dangereuse, mal connue, presque au bord du monde habité. Le point le plus troublant n'est pas qu'il soit parti, c'est qu'il serait revenu, et qu'à son retour, il aurait rapporté des richesses ainsi que le récit d'une terre inconnue. Pour qu'un tel voyage paraisse seulement imaginable, il faut replacer l'histoire dans son contexte. À cette époque, Al-Andalus n'est pas un territoire marginal, c'est l'une des sociétés les plus développées de son temps. Cordoue est une grande ville, cultivée et prospère, réputée pour ses rues aménagées, ses bains publics, ses bibliothèques et sa vie intellectuelle intense. Des savants musulmans, juifs et chrétiens y travaillent, traduisent, comparent, transmettent et développent des savoirs anciens. Dans un tel environnement, l'idée d'exploration n'a rien d'absurde. On cherche à comprendre le monde, à le mesurer, à le cartographier et surtout, les navigateurs andalous ne partent pas de rien sur le plan technique. Ils disposent d'instruments comme l'astrolabe pour se guider, utilisent des outils de navigation céleste et naviguent sur des navires équipés de voiles triangulaires qui offrent une meilleure maîtrise du vent que des gréements plus rudimentaires. Cela ne veut pas dire qu'ils sont prêts à traverser facilement l'Atlantique, mais cela veut dire qu'ils ne sont pas des marins improvisés. Autre élément important, pour les habitants d'Al-Andalus, l'Atlantique n'est pas seulement une abstraction lointaine, c'est une frontière réelle. On y pêche, on y commerce, on y affronte aussi des menaces, notamment les raids vikings. Cet océan est redouté mais il est familier. On le connaît comme espace maritime difficile, pas comme pur néant mythique. C'est dans ce cadre qu'une expédition vers l'ouest peut être pensée, racontée, puis transmise. Le cœur du problème, c'est que toute l'affaire repose sur une base très mince. Le récit de Kashkash n'apparaît que dans un seul passage d'un ouvrage du grand auteur arabe Al-Masoudi dans son livre Les prairies d'or et les mines de pierres précieuses. Al-Masoudi est un savant du Xe siècle, cultivé, voyageur, curieux, mais son œuvre mélange aussi histoire, géographie, anecdotes et récits transmis. Dans un passage consacré à l'Atlantique, il explique que certains hommes ont osé affronter cette mer, que certains n'en sont pas revenus et que d'autres oui. Puis il donne un exemple précis, celui de Kashkash, présenté comme un homme de Cordoue parti avec de jeunes compagnons, ayant navigué vers l'ouest, puis étant revenu après une longue absence avec du butin et le récit d'une terre inconnue. Il ajoute un détail encore plus troublant. Selon lui, cette histoire est alors connue en Andalousie de manière très large, au point d'être racontée par des gens de milieux différents. C'est précisément ce dernier point qui donne de la force au dossier. Même si le voyage n'a pas eu lieu comme décrit, le récit lui-même semble avoir circulé suffisamment pour marquer les esprits. En clair, il ne s'agit pas forcément d'un fait prouvé, mais au minimum d'une histoire assez connue pour refléter quelque chose du regard qu'Al-Andalus portait sur l'océan. Une société capable d'imaginer sérieusement qu'un homme de Cordoue puisse partir vers l'ouest, revenir et rapporter des richesses n'est pas une société qui se voit enfermée sur son seul territoire. Le point le plus délicat, évidemment, est de savoir ce que Kashkash aurait réellement atteint. A-t-il traversé l'Atlantique jusqu'aux Amériques? Sur ce point, la réponse honnête est simple. On n'en a aucune preuve. Le récit ne décrit pas précisément la nature de la terre atteinte, il parle d'un endroit riche, d'une zone inconnue, mais rien ne permet d'identifier clairement un continent, une île précise ou même un ensemble géographique cohérent. Il n'existe aucun vestige archéologique andalou du 9e siècle en Amérique qui viendrait soutenir cette idée. Il n'existe pas non plus, dans l'autre sens, de traces nettes de produits américains dans l'Espagne musulmane du 9e siècle et surtout, aucun autre texte contemporain ne confirme clairement l'épisode. Toute l'histoire repose donc sur ce témoignage unique. C'est là qu'interviennent les interprétations. Certains considèrent qu'il faut prendre le passage d'Al-Masoudi avec prudence, car sa formulation pourrait relever du récit transmis, presque du folklore, plus que du compte-rendu strictement historique. D'autres contestent cette lecture et estiment qu'on ne peut pas balayer le texte aussi vite. Selon eux, Al-Masoudi reste un auteur sérieux et le fait qu'il mentionne ce cas précis
lui donne au moins une certaine valeur. Mais même chez ceux qui jugent l'épisode plausible, cela ne suffit pas à démontrer une traversée de l'Atlantique jusqu'au Nouveau Monde. D'autres hypothèses sont donc avancées. L'une d'elles consiste à dire que Cache-Cache n'a peut-être pas navigué vers l'ouest lointain, mais plutôt vers le sud, le long de la façade atlantique africaine, au-delà d'un cap considéré comme une limite du monde navigable. Dans ce cas, le récit des richesses rapportées serait plus facile à comprendre. Une autre possibilité est qu'il ait bien mis le cap vers l'ouest, mais qu'il n'a atteint que des îles atlantiques comme les Açores, inhabitées à l'époque, et non l'Amérique. Cette hypothèse a l'avantage d'être moins spectaculaire tout en restant compatible avec l'idée d'un voyage réel sur un trajet encore mal connu. Au fond, la force de cette histoire vient du déséquilibre entre sa simplicité et ce qu'elle implique. Un seul homme, une seule mention, un seul récit conservé, et pourtant, derrière cette petite trace écrite, il y a une question immense. Jusqu'où les navigateurs d'Al-Andalus étaient-ils capables d'aller au IXe siècle? Peut-être que Cache-Cache n'a jamais quitté les marges de l'Atlantique, peut-être qu'il a vraiment affronté l'océan plus loin qu'on ne l'imagine, peut-être aussi que son voyage a existé, mais qu'il a été amplifié, transformé, enjolivé au fil du temps. Ce qu'on peut dire, avec prudence, c'est que l'histoire n'est pas assez solide pour affirmer qu'un navigateur andalou a atteint l'Amérique avant Colomb, mais elle est assez forte pour montrer qu'un tel horizon existait déjà dans les imaginaires et peut-être dans certaines pratiques maritimes d'Al-Andalus. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire aussi fascinante. Il ne prouve pas une découverte, mais il laisse ouverte une possibilité que l'on ne peut ni valider pleinement ou à l'inverse, ni éliminer totalement. En 1953, dans les collections d'un aristocrate britannique, une vieille carte refait surface. Elle date de 1424 et a été réalisée par le cartographe vénitien Giovanni Pizzigano. Sur cette carte, les côtes de l'Europe de l'Ouest et de l'Afrique du Nord sont dessinées avec une précision remarquable pour l'époque. Mais plus loin, dans l'Atlantique, à l'ouest des Açores, apparaît quelque chose d'impossible. Une grande île rouge, presque parfaitement rectangulaire, portant un nom qui traverse les siècles comme une énigme, Antillia. Cette île n'apparaît pas comme une simple erreur de dessin, elle s'inscrit dans une histoire beaucoup plus ancienne. Pour comprendre sa naissance, il faut revenir au début du 8e siècle. En 1611, le royaume wisigothique qui dominait la péninsule ibérique s'effondre sous les coups de l'expansion musulmane. Le dernier roi, Roderick, tombe au combat. En quelques années, l'essentiel de ce qui correspond aujourd'hui à l'Espagne et au Portugal passe sous domination omeyyade. Pour les populations chrétiennes, c'est une catastrophe politique, religieuse et culturelle. Dans ce contexte, un récit commence à circuler, celui de 7 évêques chrétiens, menés par l'archevêque de Porto, qui auraient refusé de se soumettre. Ils auraient alors embarqué avec leurs fidèles, pris la mer vers l'ouest, puis trouvé au milieu de l'Atlantique une grande île fertile où ils auraient fondé une nouvelle société chrétienne, divisée en 7 cités. Dans ce récit, un détail donne à l'ensemble une force particulière. Après leur arrivée, ces évêques auraient fait brûler leurs navires. Ce geste change complètement le sens de l'histoire. Ils ne sont plus de simples fugitifs, ils deviennent des fondateurs. Ils coupent tout lien avec leur terre perdue et recréent ailleurs un ordre chrétien pur, stable, protégé du chaos qui a emporté leur ancien royaume. C'est pour cela qu'Antillia n'est pas seulement une île fantôme, c'est aussi une réponse imaginaire à une défaite historique réelle, une terre de repli idéale, un refuge parfait, une version préservée du monde qu'on a perdu. Pendant des siècles, cette histoire reste dans l'oralité. Puis au XVe siècle, elle prend une forme concrète. La carte de Pizzigano lui donne une adresse visuelle. Antillia n'est plus seulement racontée, elle est placée sur une carte. Et son apparence frappe immédiatement. Une île rectangulaire, presque trop régulière pour être naturelle. Au nord, une autre forme géométrique est dessinée, parfois identifiée comme l'île des démons. L'ensemble crée une opposition très forte. D'un côté, une île associée à une survie chrétienne idéalisée, de l'autre, un espace presque inquiétant, dangereux, presque infernal. Cette géographie a quelque chose de symbolique autant que de cartographique. Ce qui est encore plus frappant, c'est que cette représentation ne reste pas isolée. Pendant environ 70 ans, de nombreux cartographes européens reprennent Antillia sur leur carte comme si elle existait réellement. Ils ne la redessinent pas au hasard, ils la copient avec une relative constance aux côtés des autres îles qui l'accompagnent. Cela suggère qu'ils ne travaillent pas à partir d'observations indépendantes, mais à partir d'une tradition cartographique devenue crédible à leurs yeux. Autrement dit, à une certaine époque, Antillia ne relève pas seulement du conte, elle entre dans le domaine du possible. Elle devient une cible de recherche imaginable. Le nom lui-même ajoute une autre couche de sens. Il est souvent rapproché du portugais ante ilha, ou d'une idée d'île opposée.
Avec sa forme qui rappelle vaguement le Portugal, certains chercheurs ont vu dans Antillia une projection symbolique, une sorte de Portugal déplacé dans l'Atlantique, une terre refuge en miroir de la péninsule ibérique. Cela ne veut pas dire que tous les hommes de l'époque la voyaient uniquement comme un symbole, mais cela montre qu'Antillia pouvait fonctionner à plusieurs niveaux en même temps. Lieu rêvé, lieu possible, lieu cartographié. Et cette île a eu des conséquences très concrètes. Au XVe siècle, l'idée sort du folklore pour entrer dans les raisonnements d'État. Les souverains portugais, engagés dans l'exploration atlantique, prennent suffisamment au sérieux l'existence possible d'Antillia pour l'intégrer à leur projet. En 1475, le roi Alphonse V accorde à Fernão Teles des droits sur cette île et sur toute autre terre peuplée qu'il pourrait trouver dans l'Atlantique occidental. En 1486, Jean II accorde à son tour une autorisation visant explicitement l'île des 7 cités. Cela signifie qu'Antillia n'est plus une simple légende racontée au coin du feu, c'est une destination envisageable pour des entreprises d'exploration soutenues par le pouvoir. Puis arrive la fin du XVe siècle et avec elle les grands voyages transatlantiques. Après 1492, les Européens commencent à traverser l'océan de manière répétée. Ils découvrent les Caraïbes, multiplient les cartes, repèrent des archipels entiers et un problème évident apparaît. Antillia n'est pas là. Les navires passent, les côtes se dessinent, les routes se fixent, mais l'île rectangulaire des anciennes cartes ne correspond à rien de réellement observé. Pourtant, le mythe ne disparaît pas tout de suite. Son nom se déplace. Il se transfère sur les terres nouvellement découvertes, notamment dans le mot Antilles. Le vieux récit des 7 cités, lui, change encore de forme. Il quitte l'Atlantique insulaire pour se projeter vers le continent américain où il alimente plus tard l'idée des 7 cités d'or quelque part dans le sud-ouest de l'Amérique du Nord. À mesure que le XVIe siècle avance, l'espace laissé au doute se rétrécit. Les routes deviennent plus fréquentes, les cartes s'améliorent, le vide atlantique se remplit de données plus solides. Et Antillia finit par disparaître des représentations sérieuses. À partir de là, le consensus moderne devient clair. Antillia était une île fantôme. Mais même avec cette conclusion, une dernière question reste ouverte. D'où vient-elle exactement? Certains pensent que Pizzigano ou d'autres cartographes ont pu déformer ou mal comprendre la réalité des Açores. D'autres ont évoqué l'idée d'un lien avec Bermude, bien que cela cadre mal avec les dates. D'autres encore privilégient une lecture purement symbolique, née d'un vieux traumatisme historique et transformée en objet cartographique. Ce qui rend Antillia si forte, ce n'est donc pas seulement le fait qu'elle n'ait jamais existé, c'est qu'elle a été assez crédible pour être dessinée, copiée, recherchée et politiquement prise en compte. Elle montre qu'une légende, lorsqu'elle répond à un besoin profond, peut quitter le domaine de l'imaginaire pour influencer des vraies décisions. Antillia n'était peut-être pas une île réelle, mais elle a eu des effets bien réels sur la façon dont l'Atlantique a été pensé, cartographié et exploré. Chaque année, des visiteurs se rendent à l'église Saint-Thomas de Leipzig pour se recueillir devant la tombe de Jean-Sébastien Bach. Sur place, tout semble clair. Une grande plaque de bronze marque l'endroit, le lieu est solennel, on a l'impression d'être au plus près de l'un des plus grands compositeurs de l'histoire. Pourtant, sous cette apparente évidence, il y a un problème énorme. Il est très possible que les restes enterrés là ne soient pas ceux de Bach. Quand Bach meurt le 28 juillet 1750 à Leipzig, il n'est pas encore la figure mondiale qu'il deviendra plus tard. Il est respecté localement, connu comme organiste et directeur musical, mais il n'a pas encore l'aura monumentale qu'on lui associe aujourd'hui. 3 jours après sa mort, son corps est placé dans un cercueil en chêne et enterré sans cérémonie particulière dans l'ancien cimetière Saint-Jean, juste à l'extérieur des murs de la ville. Comme pour beaucoup de sépultures de l'époque, la tombe n'est pas marquée. Très vite, son emplacement exact se perd. Le lieu lui-même n'aide pas. Le cimetière Saint-Jean est ancien, encombré, désorganisé et a connu une histoire mouvementée. Il a même servi de camp militaire à certaines périodes avec des soldats qui auraient brûlé de vieux cercueils pour alimenter leur feu. Recherché près d'un siècle et demi plus tard, la tombe non marquée d'un homme enterré là parmi d'autres ressemble presque à une mission impossible. Malgré cela, 2 indices très fragiles subsistent. Le premier est une note d'archives indiquant que Bach a été enterré dans un cercueil en chêne, ce qui n'était pas le cas de la majorité des morts de l'année. Le second est une tradition orale apparue très tardivement, selon laquelle sa tombe se trouverait à 6 pas de la porte sud de l'église Saint-Jean. Le problème, c'est que cette tradition repose sur un témoignage extrêmement faible. Un vieil homme affirme tenir cette information d'un jardinier encore plus âgé et personne d'autre ne semble l'avoir conservée. À la fin du 19e siècle, la situation change complètement parce que Bach n'est plus un musicien local presque oublié. Il est devenu une figure majeure de la culture allemande. Sa redécouverte et sa réhabilitation
notamment grâce à des musiciens comme Mendelssohn, en font un génie national. Des admirateurs viennent à Leipzig, mais il n'y a toujours pas de tombe certaine à visiter. En 1894, le projet de reconstruction de l'église Saint-Jean fournit le prétexte idéal pour lancer des fouilles. Un comité est mis en place, poussé autant par la fierté civique que par un véritable souci historique. Le but n'est pas seulement de chercher, c'est aussi de trouver. Et c'est là que tout devient douteux. Les fouilles commencées en octobre 1894 ne ressemblent pas à une enquête scientifique rigoureuse au sens moderne. Le responsable de l'opération, l'anatomiste William Hiss, décrit lui-même une scène boueuse, encombrée, désordonnée, avec des os partout. Plusieurs cercueils en pin sont écartés, 3 cercueils en chêne sont finalement mis au jour. Le premier contient une jeune femme, le deuxième est brisé accidentellement par un fouilleur trop brutal, le troisième, découvert le 22 octobre, contient le squelette relativement bien conservé d'un homme âgé. Dans l'ambiance de l'époque, la conclusion arrive presque instantanément. Ce doit être Bach. Ce n'est pas le résultat d'une démonstration froide, c'est un point d'arrivée que beaucoup attendaient déjà. Une fois ce squelette choisi, il faut le prouver. Et les méthodes utilisées vont aujourd'hui dans tous les sens. William Hiss se concentre sur le crâne. Il affirme qu'il présente des traits robustes, dignes d'un homme distingué. Il va même jusqu'à soutenir que certaines caractéristiques du crâne indiqueraient une ouïe particulièrement développée, ce qui conviendrait évidemment très bien à un grand compositeur. Ce type d'argument paraît déjà fragile à l'époque. D'autres spécialistes le contestent immédiatement. Alors Hiss commande une reconstitution sculptée du visage à partir du crâne, mais en utilisant les portraits connus de Bach comme guide. Le résultat ressemble à Bach, évidemment. La démonstration tourne en rond. Le visage ressemble à Bach parce qu'on l'a modelé pour ressembler à Bach. Des décennies plus tard, avant un nouveau transfert des restes, une autre tentative de confirmation apparaît. Cette fois, c'est le chirurgien Wolfgang Rosenthal qui entre en scène. En examinant le squelette, il remarque des excroissances osseuses au niveau du bassin et de certaines insertions musculaires des bras. Il imagine alors que ces marques proviennent d'une vie entière passée à jouer de l'orgue, avec ses mouvements répétitifs des bras et des pieds. Pour appuyer sa thèse, il radiographie 11 organistes vivants et affirme retrouver chez eux des signes semblables. Il croit alors pouvoir annoncer l'existence d'une sorte de maladie de l'organiste et considère que l'identité de Bach est enfin confirmée. Sur le moment, l'idée a de quoi séduire. Elle donne une explication apparemment précise, presque médicale, à des traces visibles sur le squelette. Sauf que cette deuxième preuve ne tient pas non plus. En 2007, une étude revient sur l'hypothèse de Rosenthal en ajoutant ce qui manquait. Un groupe de comparaison composé de non-musiciens. Le résultat ruine son raisonnement. Seule une partie des organistes présente ces excroissances, alors qu'une proportion encore plus élevée de personnes qui ne jouent pas d'orgue les présente aussi. En clair, ces marques ne sont pas la signature d'un organiste. Ce sont des traces banales du vieillissement et de l'activité physique. Avec cette étude, la dernière grande tentative de validation scientifique sérieuse s'effondre à son tour. Malgré tout, une fois le squelette désigné, il est traité comme une relique. En 1900, il est placé dans un sarcophage et installé dans une crypte sous l'autel de l'église reconstruite. Puis l'histoire prend encore une dimension plus symbolique avec la guerre. Le 4 décembre 1943, Leipzig est bombardée et l'église Saint-Jean est détruite. La crypte, elle, survit. Le sarcophage est récupéré en 1949. En 1950, pour le bicentenaire de la mort de Bach, les restes sont transférés à leur emplacement actuel, dans l'église Saint-Thomas, la même où Bach a travaillé pendant 27 ans. Ce transfert devient un événement officiel majeur en Allemagne de l'Est. La nouvelle tombe n'est donc pas seulement un choix funéraire, c'est aussi un acte politique, une manière pour le régime d'inscrire Bach dans son propre récit. Aujourd'hui, le cœur du problème est simple. Il n'existe pas de consensus scientifique solide disant que les os de saint Thomas sont bien ceux de Bach. Au contraire, l'ensemble repose sur une chaîne de maillons faibles. Une tombe non marquée, une tradition orale très douteuse, des fouilles désordonnées, un désir évident de trouver coûte que coûte, puis 2 tentatives de confirmation qui ont toutes deux perdu leur crédibilité. À l'échelle des standards actuels de l'anthropologie médico-légale, le travail de 1894 est très insuffisant. Documentation incomplète, absence de méthode rigoureuse ou manque de suivi clair des restes et biais d'interprétation presque partout. Ce qui rend cette affaire encore plus frustrante, c'est qu'il existe théoriquement un moyen de trancher. Une analyse génétique pourrait comparer l'ADN du squelette avec celui des restes identifiés d'un des fils de Bach. Ce serait compliqué car l'ADN ancien pose toujours des problèmes de dégradation et de contamination, mais ce n'est plus hors de portée techniquement. Pourtant, aucun test de ce type n'a été réalisé.
Les autorités de l'église Saint-Thomas ont refusé les demandes en ce sens, y compris lorsqu'une proposition scientifique formelle a été avancée. Tant que cette porte reste fermée, le doute reste entier. Pendant des générations, des gens se sont alors recueillis devant une tombe en pensant être face au reste certain de Bach. Mais il est possible qu'ils se soient inclinés devant les os d'un autre homme, un habitant anonyme de Leipzig, happé par un mélange de ferveur culturelle, d'orgueil national et de science mal employée. La tombe est réelle, le symbole aussi. Ce qui ne l'est peut-être pas, c'est l'identité de celui qui repose dessous. Mesdames et messieurs, on en a fini pour ces 5 histoires. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quelle histoire vous a le plus intrigué dans toutes celles que j'ai racontées dans cette vidéo. Je suis curieux de voir ça, de savoir un peu vos goûts. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je le répète, vous pouvez encore me retrouver sur Instagram que je vous affiche juste ici. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas si vous avez l'application. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!